BFM Bourse, Guillaume Sommerer. On est à vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 18h sur BFM Business, bien sûr, pour cette séance de rebond qui fait du bien après l'alerte d'hier quand même. On récupère 1% ce soir sur le CAC 40, clôture à vivre dans une grosse demi-heure. On rejoindra Étienne Braque depuis la tour Ronex dans le quartier de la Défense près de Paris. Le CAC aujourd'hui à 6570, un rebond encouragé par Wall Street, puisqu'à Wall Street aussi on est sur une hausse après la séance très compliquée d'hier. On va en parler avec nos deux experts du club ce soir. Il est en plateau avec nous à Paris, c'est assez exceptionnel, il nous vient de New York, vous le connaissez par cœur. Grégory Volokin. Bonsoir Grégory. Bonsoir. On est ravi de vous retrouver ici à nos côtés ce soir, le président de Mescar Financial Services, Régis Béguet, qu'on est ravi également de retrouver. Bonsoir Régis. Bonsoir Guillaume. Directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Alors on va évoquer ensemble bien sûr tous les grands enjeux du moment. Cette petite pause aussi sur le marché obligataire aujourd'hui, sur les prix de l'énergie, dans une phase de hausse des prix quand même qui a été spectaculaire ces dernières semaines. Juste avant Régis, les indices. Vous les trouvez fragilisés en ce moment? On a un retour de la volatilité depuis une quinzaine de jours assez net. Est-ce qu'on aborde l'automne plus fragile désormais? Fragile, je ne sais pas si c'est le terme, mais turbulent, une petite zone de turbulence des marchés actions, très certainement, avec ces poussées inflationnistes sur lesquelles on va revenir, les prix de l'énergie et bien d'autres poussées inflationnistes, et finalement une réaction des marchés obligataires parce qu'ils répondent à un changement de ton des banques centrales, en tout cas de la Fed, de la Banque centrale d'Angleterre, de la Norvège, pas encore de la BCE, mais en tout cas il y a eu clairement la semaine dernière un changement de ton des banques centrales qui répondait à ces poussées inflationnistes, et ça a provoqué d'abord une très très grande rotation vraiment extrêmement puissante des marchés sur les 3-4 dernières séances qui viennent de s'écouler, quelque chose d'assez spectaculaire dans la composition de la performance du marché. Et hier donc un fléchissement qui a été lié non pas tant au nombre de valeurs qui étaient en baisse, mais au fait que les grandes valeurs techno notamment, qui ont eu beaucoup de succès et qui pèsent donc très lourd dans les indices, ont baissé assez fortement, et du coup ça a fait baisser les indices de manière nominale. Cependant, le Nasdaq a vécu hier sa pire séance depuis le mois de mars. Voilà, exactement. Mais cependant, l'ambiance n'était pas à la panique. L'ambiance était au changement de thématique dans le marché, retour sur les valeurs liées à cette conjoncture qui reste très très forte, mais qui est pour la première fois depuis très 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 longtemps accompagnée de signes inflationnistes qui se confirment. Ils ont commencé au printemps. Il y a eu toute cette période d'hésitation qui a duré plusieurs mois, et puis également de déni de la part de la Fed pendant plusieurs mois jusqu'à très récemment. Et on a chaque jour de plus en plus de confirmations, à la fois sur le plan macroéconomique, mais aussi sur le plan microéconomique, où on entend le discours des entreprises. Et donc les marchés sont plus fragiles à l'assaut de l'automne, là ou pas? C'était la question initiale, Régis. Voilà, magnifique description de la situation. Est-ce qu'on aborde cet automne fragilisé? Non, je crois fragilisé n'est pas encore le terme. Un peu d'incertitude, un peu de turbulence et rotation thématique et sectorielle, ce qui ne devrait pas entraîner encore de baisse des indices, de baisse franche ou de mouvement de panique. On n'est pas encore du tout dans cette situation. On trouvera toujours des secteurs en retard pour venir rattraper le marché dans les phases de baisse. Pour l'instant, on est encore dans cette phase-là. Bon. Dans plusieurs mois, ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué. On est dans une phase un peu plus hésitante, pas encore, je n'emploierai pas encore le terme de fragile. Régis nous disait, les banques centrales, Grégory, sortent du bois, la Fed particulièrement. Vous suivez en tout cas les marchés américains, bien sûr de l'intérieur. Vous vivez à New York, on vous retrouve chaque jour sur BFM Business et vous nous faites l'amitié de passer ici sur le plateau cette semaine, Grégory. Est-ce qu'en effet, on est au moment de bascule là pour la Fed? Est-ce qu'on s'oriente vers, alors on parle de tapering, mais aussi un cycle de hausse de taux, même si cycle de hausse de taux, le terme est rarement employé, mais on s'y oriente peut-être quand même. Ben, ça, c'est possible, mais je pense qu'il faut écouter la Fed, puisque c'est la Fed qui va décider. Et malheureusement, la Fed qui essaye de guider les marchés toujours en avance, si vous regardez sa position sur l'inflation en 2022, pour le moment, la Fed parie sur 2,2% d'inflation. Il y a quelques jours, il y a eu un sondage chez les gestionnaires de fonds qui a été publié par Merrill Lynch, Bank of America. Au total, ça représente à 800 milliards de dollars sous gestion. Ces gestionnaires, ils voient l'inflation l'année prochaine à 4,4. Donc je pense ce que craignent les marchés, c'est un peu que
ça peut pas être 2,2 et 4,4. 2,2, s'il y a vraiment beaucoup d'inflation, est-ce qu'on pourra attendre jusqu'au mois de décembre pour peut-être une petite hausse ? Ça semble assez improbable. 4,4, est-ce qu'on peut laisser l'inflation galoper pendant 9 ou 12 mois sans que ça provoque des problèmes ? Ça semble aussi improbable. Donc je dirais, les marchés, en gros, se disent, il y a une erreur quelque part. Et c'est ça, je dirais, cette incertitude. Et en plus, les vents contraires, alors les vents contraires, on les voit tous les jours. C'est par exemple 2 démissions au niveau de la Fed, qui étaient 2 faucons, qui étaient justement pour une hausse des taux. C'est très drôle que les taux montent après que ceux qui voulaient la hausse des taux démissionnent. On rappelle qu'ils démissionnent ces 2 présidents d'antenne régionale, critiqués à la suite de révélations sur les transactions boursières qu'ils ont réalisées manifestement en pleine crise sanitaire. Voilà. Absolument. Ouais. Donc 2 faucons de moins à la Fed. Oui. Et pourquoi ils démissionnent ? Tout simplement parce que Powell, qui doit être renommé normalement fin février, ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de controverse dans son équipe. Mais quand même, hier, je dirais que la baisse des marchés, on peut parler des taux d'intérêt, tout ce que vous voulez, mais quand vous entendez une sénatrice américaine démocrate qui doit faire partie des gens qui vont voter pour le nouveau président de la Fed ou pour l'ancien pour le renommer, qui dit que Jérôme Powell est un danger public, vous entendez ça, si les marchés ne devenaient pas un tout petit peu nerveux face à ces déclarations, où serait-on ? Ouais, beaucoup d'incertitudes. On peut prendre un pari ou pas d'ailleurs sur la reconduction de Jérôme Powell, parce qu'il joue sa reconduction à la tête de la Fed, son mandat s'achève au mois de février, c'est aussi cela qu'il joue à travers la façon dont il va, on va dire, piloter la transition monétaire que la Fed est en train d'entamer. Pour prendre un pari, il faut voir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, depuis que Joe Biden a été élu. On peut dire que Joe Biden a été élu comme quelqu'un de très centriste, de très modéré, et qu'il a commencé à glisser à gauche de plus en plus, qu'il est devenu pratiquement maintenant dans les yeux des Américains un vrai social-démocrate à l'européenne. Donc le gros problème, c'est qu'il a une aile gauche qui ne veut plus de Powell. Powell, il a été nommé par Trump, il est républicain, il est peut-être un des meilleurs présidents de la Fed. C'est pas du tout le problème. Les progressistes, ils veulent, là on parle de Gail Brainard, quelqu'un qui va être beaucoup plus dur avec la finance, plus dur avec les banques. Et la lutte, elle va, vous voyez bien que je ne prends pas de pari, mais il va y avoir une vraie lutte. Est-ce que Biden peut résister à son aile gauche ? S'il peut, ça sera Powell. S'il peut pas, ça sera pas Powell. Et si c'était Brainard, ce serait une Fed beaucoup plus colombe encore ? Alors, la question, je pense, n'est pas la question qu'on se pose. Par rapport à Brainard, Brainard serait une Fed beaucoup plus active au niveau de la surveillance des marchés financiers, des activités des banques. Elle s'était un peu relâchée, cette surveillance. Les banques pouvaient prendre plus de risques de nouveau. Et Brainard critique énormément ce relâchement, entre guillemets. Donc, on aurait en gros une présidente de la Fed un peu plus anti-Wall Street, alors que Powell, on peut dire qu'il est quand même pro-Wall Street. Bon, on parlera dans un instant de la façon dont les Américains comptent